Bonjour tout le monde, ça y est, nous sommes au complet. Voilà, juste un petit mot d'introduction. Donc moi je suis Véronique Fournier, je suis un des membres du CNAV, comme vous avez pu le constater par mon écharpe orange qui est derrière moi. Et voilà, ayant un peu travaillé au cours des dernières années sur ce sujet de la fin de vie, qui est un des sujets dont nos membres du CNAV ont dit depuis le départ qu'il était un de leurs sujets prioritaires, comme beaucoup d'autres, enfin, comme en tout cas une petite dizaine d'autres. Et donc nous avons déjà travaillé sur la fin de vie et sur la mort au CNAV, comme vous le savez probablement, et nous allons continuer d'en parler ce soir, mais je vous propose de ne pas traiter du sujet de la loi, parce que nous en avons déjà beaucoup parlé et que voilà, ce n'est pas l'angle d'attaque que nous avons voulu aborder ce soir. Nous allons parler d'une autre façon de la mort et de la fin de vie, qui est le sujet de l'apprivoisement de la mort. Comme vous avez travaillé tout à l'heure sur l'apprivoisement de la solitude, là, l'idée, c'est de travailler sur l'apprivoisement de la mort. Est-ce qu'on peut apprivoiser l'idée de la mort et la mort à venir et la mort qui approche? Est-ce que c'est souhaitable? Et donc, pour introduire à cette discussion et à ce débat, nous vous avons invité pour vous ce soir 4 personnes qui, dans leur vie professionnelle de ces dernières années, se sont particulièrement intéressées à cette question-là d'une façon ou d'une autre. Alors, je vous propose qu'elles se présentent toutes les 4, toutes seules, en 2 minutes. 2 minutes, même pas. 1 minute. Parce que finalement, je me suis aperçue au cours de mon expérience que les gens ont toujours 46 casquettes et donc je ne sais pas laquelle ils veulent faire valoir ce soir devant vous. Et après, nous leur poserons à chacun une question sur la façon dont eux travaillent cet exercice de l'apprivoisement de la mort actuellement. François, à toi l'honneur. Bien, merci Véronique. Alors, je me présente simplement en disant que j'ai été médecin hospitalier durant toute ma carrière, que j'ai occupé une place particulière dans la hiérarchie médicale, si je puis dire, sur le plan des interventions, puisque j'ai été responsable d'un service de soins intensifs, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire de réanimation. Vous imaginez bien que c'est là qu'on rassemble toutes les personnes qui sont vraiment en défaillance de fonction vitale et que les services portent bien leur nom de réanimation. Et donc j'ai une expérience particulière par rapport à toutes les autres spécialités médicales qui est effectivement d'avoir côtoyé la mort, beaucoup plus souvent qu'à mon tour. Depuis lors, je suis retraité et j'occupe une place encore plus particulière qui est celle d'un médecin qui tient une consultation sur la fin de vie. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant sur le propos qui va nous occuper ce soir, parce que là, j'ai l'occasion de rencontrer des personnes qui viennent parler de leur fin de vie. Je dois bien vous dire tout de suite, petite parenthèse, que les médecins qui pourraient être confrontés à cette question de manière naturelle, quand on pense aux oncologues, par exemple, d'un côté et aux gériatres de l'autre, oui, ils ne participent jamais à ce genre de discussion, ou excessivement rarement. Voilà. Et donc, j'ai une expérience particulière sur l'accueil de ces conversations particulières de fin de vie. En Belgique, comme vous l'aurez compris. C'était juste pour repréciser ça. Eddy Leza, puisque vous êtes juste là, vous vous présentez en très peu de temps. Merci. Alors, je m'appelle Eddy Leza-Gallet, je suis psychanalyste à Bordeaux. J'ai un cabinet en libéral. Et puis, depuis 15 ans, je travaille sur le sujet de la mort. Et avec d'autres personnes, nous avons créé un collectif pour construire une coopérative funéraire qui s'appelle Cyprès. Donc, d'abord, on a créé une association et ensuite, nous avons créé une coopérative funéraire. Nous accompagnons la mort, nous prenons soin de la mort avec un service funéraire et puis un espace de parole, un média, un podcast à la vie et à la mort
Et puis, nous travaillons pour mettre la mort dans la cité, pour ouvrir cette parole, pour libérer la parole autour du sujet de la mort. Merci. Et Eddy Leza, vous nous venez d'Amérique du Sud, c'est ça? Et vous aviez déjà commencé ce travail-là en Amérique du Sud? Alors, le sujet de la mort m'intéresse depuis mon enfance. Donc, c'est un sujet que je travaille depuis longtemps. Je suis d'origine brésilienne. J'ai une mère juive et un père autochtone. Et j'ai grandi dans un monde de rituels. Je ne vous dirai pas plus parce que je parlerai de rituels et de l'importance du rituel pour la traversée de la mort, l'importance du rituel laïque. Mais voilà, vous allez comprendre que, bien entendu, quand on est traversé par la mort depuis tout petit, on apprend à avoir un rapport tout à fait particulier. Et je pense que c'est un sujet qui est central dans nos vies. Et donc, je défends cette idée qu'il faut vraiment l'accompagner, il faut l'entourer, il faut en parler. Et si on parle, on ne meurt pas. Donc, voilà pourquoi on a créé notre coopérative. Merci. Juste vous dire que vous avez un micro devant vous et que peut-être on peut utiliser plusieurs micros, ça sera plus facile. Merci. Catherine, tu nous dis en 2 mots qui tu es? 2 mots, c'est plus 1 minute, hein, ça devient 3 secondes. Catherine Vincent, je suis journaliste. J'ai fait l'essentiel de ma carrière de journaliste au journal Le Monde, où je n'ai pas travaillé particulièrement sur la mort, même si la dernière loi Claes-Leonetti m'avait bien intéressée, bien occupée. J'ai accompagné il y a 6 ans la mort de ma maman et ça s'est passé pas d'une façon épouvantable, mais d'une façon suffisamment singulière pour que je me dise qu'il fallait le partager. Donc j'avais proposé ça à ma rédaction en chef, ce qui a été accepté, même si au Monde, quand j'y suis entrée, on ne disait jamais « je », mais maintenant on commence à le dire. Et j'ai fait une double page sur qui était une sorte de journal de la manière dont s'était passée la dernière semaine de ma mère qui était morte chez elle. Et j'ai eu un tel retour de lettres, de remerciements, de témoignages, alors que ce n'est pas si évident en général au Monde, quand on a des retours, c'est plutôt pour nous engueuler, que je me suis dit, mais il n'y a pas de doute, ce que moi je pense, comme ce dont je suis persuadée, à savoir qu'il faut parler de la mort et que plus on en parlera, plus un certain nombre de choses seront douces et faciles. Je ne suis pas la seule à le partager. Donc ça m'a donné l'envie de faire un livre qui est à la librairie en bas et qui s'appelle « La mort à vivre », où j'ai recueilli une quinzaine de témoignages de gens qui ont accompagné des mourants, soit de manière personnelle, comme moi, soit de manière professionnelle. Et puis évidemment, de fil en aiguille, je suis restée partiellement sur ce sujet qui est passionnant et qui est d'autant plus passionnant que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et qui se renouvellent en matière justement de ce que moi j'aime bien appeler la mort dans la cité, qui est une manière d'apprivoiser la mort comme ce dont on va parler ce soir. Donc je vous parlerai de quelques-unes de ces expériences qui, me semble-t-il, renouvellent positivement le sujet. Et le dernier mot de présentation à Elsa Walter. Vous aurez compris que c'est notre plus jeune intervenante de ce soir. Et ça sera très intéressant de savoir comment elle aussi imagine que c'est important d'apprivoiser la mort dans la cité. Merci Véronique. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, je m'appelle Elsa et moi je suis rentrée sur ce sujet par la porte du bénévolat à l'hôpital, du bénévolat d'accompagnement. Donc je suis allée écouter des personnes gravement malades en fin de vie dans un service d'oncologie et ça fait une différence avec les services des soins palliatifs. Peut-être que j'en dirai un mot. Et justement, en fait, moi j'avais besoin de comprendre comment est-ce qu'on apprivoise la mort quand on y est éminemment, urgemment confronté. Et donc, à quoi est-ce qu'on pense quand on sait qu'on va mourir, par exemple? Ça, c'était une des motivations qui a fait que je me suis rendue à l'hôpital. Et donc, les paroles que j'ai écoutées, les conversations que j'ai eues avec ces personnes en fin de vie ont été une matière extrêmement nourrissante pour moi, pour certainement mon chemin aussi personnel de faire face à la mort ou ne pas faire face, ou en tout cas, comment est-ce qu'on l'apprivoise. Et donc, j'ai eu envie d'en faire un livre, de partager ces paroles-là. Donc, livre qui a été publié il y a 3 ans, au début du débat, du grand débat national sur la fin de vie. Et ça m'a amené à participer à différents travaux institutionnels
sur cette question-là, de la fin de vie. Et en fait, j'essaye de donner de l'écho aux paroles des personnes malades dans le débat public parce que il me semble qu'elles sont les plus concernées, mais elles ne sont certainement pas les mieux écoutées dans ce débat. Voilà, ça c'est un petit peu pour ma casquette bénévole et militante. Et puis à côté, je suis maintenant, alors j'ai été journaliste, puis j'ai été responsable de communication d'un établissement de santé publique. C'était à l'époque où j'étais à l'hôpital, c'était ce que je faisais. Et maintenant, j'ai quelque part mis en cohérence en fait mon engagement personnel avec ma vie professionnelle. Et donc, je travaille au sein du premier opérateur de services funéraires en tant que responsable de la communication. Voilà. Merci. Je te rappelle que tu as aussi un micro devant toi si tu souhaites l'utiliser. Alors, maintenant que vous voyez un peu qui sont les gens qui sont en face de vous, je vais passer la parole à François Damas. Ce que je voudrais dire qui m'a beaucoup impressionné et ce pourquoi j'ai proposé qu'il participe à notre table ronde de ce soir, c'est que, comme vous l'aurez compris, François a une grande connaissance et pratique aujourd'hui d'accompagnement de fin de vie active et d'euthanasie en Belgique. Et il nous a appris il y a quelque temps que de façon assez surprenante, nous ne l'avions pas réfléchi avant, il avait pu constater que ces demandes, les personnes qui venaient le voir avec leur famille, étaient très souvent des personnes qui avaient pensé à la façon dont ils avaient envie de mourir et construit ce projet de fin de vie et d'une certaine façon apprivoisé l'idée de leur mort beaucoup plus que d'autres, comme si, alors qu'on pourrait penser que finalement, c'est une fuite en avant peut-être de demander à être activement aidé à mourir. Eh bien non, ce n'est pas une fuite en avant, c'est quelque chose de très construit et de très voulu et de très apprivoisé, voire même ritualisé. Donc François, raconte-nous ça. Bien, bon, tu as dit l'essentiel de ce que je voulais dire, évidemment. L'expérience que j'ai est un peu particulière. J'aime bien de retracer rapidement dans un contexte plus global. Sur une centaine de décès en Belgique ou en France, vous avez à peu près 30% des décès qui se font dans un contexte relativement rapide et aigu, où vous n'avez pas le temps de vous retourner, ni vos proches de vous accompagner de manière particulière. Vous faites un infarctus aigu, vous entrez en choc cardiogénique, comme on dit, et puis vous mourrez quelques heures ou quelques jours plus tard. Vous faites une pneumonie aiguë, vous entrez en insuffisance respiratoire et vous mourrez alors que vous avez tous les bons soins à l'hôpital. Et ainsi de suite. Vous faites un accident de voiture et vous êtes malheureusement trop abîmé pour être suffisamment secouru à temps. Bien, ça fait un décès sur 3 en France ou en Belgique qui sont dans un contexte aigu, pour lequel on n'a pas beaucoup de temps de commencer à penser, à préparer et à imaginer des scénarios particuliers ou personnalisés, en tout cas d'une fin de vie. Il reste 70% des cas. Alors, j'ai bien vu qu'il ne fallait pas faire des injonctions du bienveillir ou je ne vais pas prendre ma casquette d'un injoncteur, comme on se dit, de celui qui doit dire il faut bien mourir s'il n'y a pas de scénario à conseiller. Et dans ces 70% des personnes qui ont une fin qui est prévisible et qui est donc peut-être accompagnable ou préparable, dans ces 70%, il y en a à peu près 10 à 20 qui peuvent se passer spontanément et naturellement, correctement, sans souffrance particulière. Et c'est peut-être ça la fin qu'on pourrait espérer pour chacun d'entre nous. Une fin, au terme souvent d'une longue vie, on s'éteint gentiment qu'une vieille bougie. Voilà. Et j'imagine que parmi toutes ces personnes qui bénéficient de ce scénario particulier, il y en a un certain nombre qui n'ont pas envie qu'on discute de leur fin, qui n'ont rien à en dire, qui n'ont rien à en espérer et qui s'en remettent au destin. Et peut-être que pour elles ont tout à fait raison. Il reste un cas sur 2, en réalité, où la mort est prévisible, attendue, et elle ne se passe pas nécessairement dans de bonnes conditions. Et pour un certain nombre d'entre elles, si on laissait faire la nature, elle se passerait très mal. Et donc, je peux imaginer que dans
dans ces cas-là où la mort est prévisible, elles peuvent concerner soit en gros des personnes qui ont une maladie grave, incurable, mortelle à terme, comme le cancer, ou comme les maladies neurodégénératives, comme par exemple la sclérose latérale amyotrophique, ou le Parkinson, ou la sclérose en plaques, et ainsi de suite. Vous voyez des personnes qui ont des scénarios attendus, des perspectives qui sont identifiables. Il existe une autre catégorie de personnes qui peuvent peut-être nous concerner encore davantage ici ce soir. Ce sont des personnes qui arrivent à un âge avancé et qui savent que leur vie n'est plus que de quelques années au maximum, et qui sont atteintes d'une limitation progressive de leur capacité, et qui, dans ce cadre, ce déclin fonctionnel, pensent à leur fin. Et donc, quand on est soit confronté à cette fin de vie qui s'annonce du côté du vieillissement, soit confronté à une fin de vie qui s'annonce parce qu'on est atteint d'une maladie grave, incurable et qu'on sait mortelle à terme, il me semble qu'il est normal de penser aux conditions dans lesquelles on voudrait bien mourir, les meilleures possibles. Et donc, la recommandation que je ferai, c'est que ces personnes confrontées à ces scénarios particuliers où la mort peut être prévisible, eh bien, qu'elles s'interrogent sur elles-mêmes, sur ce qu'elles voudraient, et qu'elles en parlent à leur entourage. Et je vous disais que je tiens justement une consultation sur la fin de vie, et ces conversations sont effectivement possibles. Un certain nombre d'entre nous sommes capables de venir à une consultation et d'exposer les motifs d'une préparation d'une mort et les recommandations ou les désirs, les espoirs qu'on a du bien mourir selon ses propres pensées, selon ses propres imaginations. Et donc, je reçois effectivement des centaines de personnes chaque année. Je vois à peu près entre 35 et 45 personnes chaque mois. C'est quand même pas banal, ça, comme consultation. Il faut bien se dire que ce sont des conversations qui sont possibles, qui sont réelles, et qui se passent dans des ambiances où ce n'est pas le désespoir qui est manifeste. Oui, la personne étant souvent en désir d'être comprise par le médecin qu'ils ont en face d'eux et d'elle, et qui voudrait bien avoir l'acceptation, l'adhésion du médecin à leur propre désir, à leur propre espoir. Mais dès qu'ils perçoivent que le médecin s'accorde à ce qu'ils disent, eh bien, on voit que ce désespoir, qui est souvent mis en évidence par les opposants à des lois particulières, il disparaît. Ce désespoir disparaît. Et ça donne l'occasion à ces personnes de construire, comme l'a dit Véronique, un véritable dernier projet de fin de vie. C'est une façon de s'exprimer que j'ai adoptée lorsque j'ai lu le livre de Nicolas Menet, qui a écrit un petit ouvrage que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, qui s'appelle « Le deuil de soi », faire le deuil de soi. C'est un jeune adulte qui avait été atteint d'une tumeur cérébrale et qui décrit sa dernière semaine de vie et qui va construire ces dernières semaines, qui va reprendre en main son destin, en quelque sorte, qui était livré aux médecins et à la chimiothérapie, à la chirurgie, à différentes choses. Il a repris en main son scénario de fin de vie et il l'a reconstruit comme un véritable dernier projet de fin de vie qui a donné du sens aux dernières semaines et derniers mois qu'il a pu vivre, et ce dernier sens qu'il a partagé avec son entourage. Et ça, c'est la clé, justement, je trouve, de cette possibilité d'apprivoiser sa fin, d'avoir une mort apprivoisée, d'avoir une mort qui est l'aboutissement d'un dernier projet de vie, en quelque sorte, d'un dernier projet, d'un dernier chemin qui a gardé du sens pour celui qui le vit, en lien avec son entourage, avec un vrai pouvoir de transmission entre lui et ceux qui vont rester après lui, de transmission même de génération en génération. Et ça, c'est bien expliqué par ce petit ouvrage de Nicolas Menet qui montre que la capacité de construire et de partage peut se terminer par une vraie dernière cérémonie d'adieu
cérémonies et rituels dont Élie Leza a parlé, qui peut être construit avant la mort. La personne qui est responsable de sa fin peut déjà partager ces cérémonies avant de mourir. Et c'est valable pour les soins palliatifs, les seigneurs de soins palliatifs, comme certains peuvent en bénéficier, comme ceux qui sont évidemment plus propices à l'organisation en Belgique, puisque la loi en Belgique permet des morts vraiment programmées. Et là, évidemment, le fait d'avoir programmé sa fin provoque la mobilisation de tout l'entourage dans cette dernière échéance qui peut être quelque chose d'étonnamment positif. Voilà ce que je voulais dire. Excuse-les, ils rigolent parce que on a des dessins humoristiques derrière nous qui sont fabriqués par notre ami Sharp. Voilà. Merci beaucoup, François. C'est tout à fait impressionnant ce que tu nous racontes. Et donc, c'est une espèce de rite nouveau qui est en train d'émerger. Et on va demander à Élie Leza de continuer peut-être sur les rites funéraires, justement, et son connaissance de ces rites et ce qu'elle en pense actuellement dans leur renouvellement. Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, d'abord, je voulais vous interroger. Qui ici, dans cette salle, a participé à une cérémonie funéraire laïque? Waouh! Très bien. Bon, donc vous connaissez bien le sujet. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une cérémonie funéraire d'un homme de 88 ans. Cet homme, sa famille est arrivée dans notre coopérative pour nous demander une cérémonie funéraire. Et la demande était, on ne veut rien, pas de photos, pas de musique, pas de gestes, rien. Et là, vous pouvez imaginer que c'est une demande assez courante, parce que quand on n'a pas d'appartenance religieuse, on se retrouve souvent à demander rien. Et tout le travail qu'on a fait pendant 2 heures, moi je suis célébrante de rites funéraires laïques, tout le travail que j'ai fait avec cette famille, ça a été d'interroger, d'autoriser, de discuter et de dire, bon, ok, j'entends bien, les défunts ne voulaient rien. Il a vécu des traumatismes majeurs avec les cérémonies et il a été en rupture totale avec la religion catholique. Et donc, petit à petit, on a préparé une cérémonie. Cet homme est né dans la ville de Kalymnos, un petit village en Grèce. Peut-être que certains ici connaissent. Moi, j'ai préparé une méditation où j'ai invité tous les participants de cette cérémonie à voyager avec moi à Kalymnos et pour rencontrer, pour imaginer qu'est-ce que ça a été la vie de cet homme. On n'a pas beaucoup parlé, c'était une cérémonie qui a duré 35 minutes. Il faut le savoir, bon, vous le savez, mais tout le monde ne sait pas, qu'aujourd'hui, dans un crématorium, on a 30 minutes pour faire une cérémonie pour honorer la vie d'une personne, ce qui est un scandale majeur. Donc, la cérémonie a eu lieu dans le silence. C'était une méditation pour la vie de cet homme. C'était un rituel hyper fort. Et à la fin de la cérémonie, sa compagne est venue me voir et elle m'a dit « Cette cérémonie m'a permis de me détacher des derniers moments de sa vie, parce qu'il est mort d'une maladie neurodégénérative et toute sa vie, finalement, a été une vie très riche, mais sauf que les derniers moments ont été très durs. » Et voilà les témoignages de cette famille. Donc, nous, à Cyprès, nous sommes une coopérative funéraire, nous sommes des citoyens engagés. Nous pensons que la mort est trop importante pour devenir une marchandise. Nous pensons que nous pouvons prendre soin de nos morts. Et c'est un mouvement national. Nos coopératives ne sont pas nées en France. C'est un mouvement qui vient du Québec. Au Québec, ça fait 50 ans que les citoyens se sont réappropriés de la mort. Et je raconte ça pour dire qu'aujourd'hui, nous, les citoyens, nous pouvons prendre soin de la mort. Donc, notre coopérative, on prend soin de la mort avec les cérémonies funéraires. Donc, concrètement, ce que je viens de vous raconter, c'est une cérémonie que nous avons fait, un rite funéraire laïque. Et bien sûr, on pense souvent que les rituels appartiennent aux religions. Et donc, quand on n'a pas de religion,
il ne se passe pas grand-chose. Mais non, ce n'est pas vrai. Donc, les rituels sont un acte de résistance. Plus je travaille sur les coopératives, plus je travaille sur justement qu'est-ce que se passe dans ce passage-là, plus je me rends compte que c'est un acte de résistance et c'est un acte de soin. Vraiment. Parce que c'est vraiment, on voit bien que quand ce passage se passe bien, il y a beaucoup de choses qui vont déterminer pour la suite. Et donc, en effet, je ne suis pas la seule à défendre qu'aujourd'hui, l'approche de la mort que nous défendons, c'est une approche de maintien des liens avec nos morts. Je ne sais pas si certains ici connaissent cette approche différente de la mort, parce que nous sommes tous imprégnés d'une approche freudienne de la mort, où on pense qu'il faut se séparer de nos morts, et puis c'est ça, parce qu'une fois que les personnes sont mortes, il n'y a plus rien. Il y a certains chercheurs, il y a certains psys aujourd'hui qui travaillent sur les continuing bonds, qui est l'approche du deuil où la mort est perçue comme un passage, et les personnes qui viennent nous voir, elles ne viennent pas pour nous dire « je ne veux plus entendre parler, mon fils est mort, il est disparu ». Elles viennent nous parler de leur relation. Et donc, vous avez certainement entendu Vinciane Després, qui a écrit Au bonheur des morts, qui a écrit aussi un livre fantastique qui s'appelle « Les morts à l'œuvre », que je vous invite vraiment à lire, parce que ça montre bien que la mort agit, que nos morts continuent à agir. Et puis, ça donne un pouvoir d'action à chacun de nous. Parce que souvent, on pense, bon, il est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et donc, Vinciane Després et puis Magali Moulinier, que certains doivent connaître aussi, qui est une psychologue et prof à l'Université de Paris, qui a écrit un livre aussi important sur le sujet de la mort qui s'appelle « Soigner les morts pour guérir les vivants ». Nous sommes à un moment historique où il y a quelque chose vraiment qui émerge. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de la mort, il y a 15 ans, personne ne voulait me voir parce que c'était un sujet qui faisait trop peur. J'ai commencé à animer des cafés mortels. Je suis partie en Suisse me former au rite funéraire laïque. Et à Bordeaux, j'ai commencé à animer des cafés mortels. Et je m'avais très peur parce qu'on ne parlait pas du sujet de la mort. Et aujourd'hui, je vous vois tous ici. Bien sûr, ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour François. Et on est très content de l'avoir, bien sûr. Mais on voit bien que les choses évoluent et qu'on peut préparer notre mort, on peut réfléchir à notre mort. Et en fait, c'est le projet de notre coopérative. Et donc, notre approche, il est là. On défend cette idée qu'il est rituel. On peut se réapproprier des rituels, on peut se réapproprier de ce passage. On peut, en effet, aussi, en tant que femme, et c'est là aussi que je voulais dire quelque chose, parce que je pense que nous, les femmes, nous prenons soin de la mort. Et dans le secteur funéraire, si vous ne savez pas, la majorité des personnes qui travaillent, ce sont des hommes. Et puis, il y a une logique uniquement marchande, en tout cas en France. Il n'y a que des entreprises privées. Heureusement, les mouvements des coopératives funéraires arrivent pour défendre une autre approche de la mort. Et donc, cette approche est féministe. Il est féministe. Et si vous venez dans les coopératives funéraires, vous allez rencontrer la majorité des femmes. Parce qu'on pense le care. On n'est pas dans une approche uniquement de vente. Et donc, je ne pourrais pas développer tout, mais je pourrais citer plein d'auteurs qui parlent du sujet de la mort, comme Judith Butler, qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle Antigone, la parenté entre la vie et la mort, et qui parle justement de ce sujet. Pourquoi Antigone est pour nous une figure de résistance? Et moi, je tiens à beaucoup parler d'Antigone, parce que nous sommes dans un moment où les femmes résistent à des logiques où on nous dit « mais non, il ne faut rien faire, on est dépossédés de tout ». Antigone, elle a dit non à un moment fondamental pour enterrer son frère, et ça lui a coûté la vie. Aujourd'hui, pour chacun de nous ici dans cette salle, c'est important de penser à notre propre mort, parce que si on ne pense pas, on va la subir. Et c'est ce que je vois toutes les semaines. Et vous avez certainement vu. Donc, je ne vais pas développer tout parce qu'on n'a que 10 minutes. Mais voilà, je voulais conclure en disant, est-ce qu'on peut vraiment se réapproprier de la mort, qui vient d'une manière tellement impromptue, parfois surprenante. Parfois, on est sidéré, parfois, on ne veut pas la voir. L'expérience des coopératives funéraires montre qu'en tout cas,
même s'il n'est pas possible de se réapproprier de la mort, moi je ne dirais pas qu'on peut se réapproprier de la mort, mais nous pouvons quand même collectivement accompagner nos morts. Et ça, c'est possible de faire. Je pense qu'on peut se réapproprier et non pas apprivoiser la mort. Je pense que c'est un sujet, en tout cas, humainement parlant, nous avons des défenses qui sont très massives concernant le sujet de la mort, mais nous pouvons réenchanter la mort. J'aime bien cette idée que ce passage, même s'il est très difficile, il peut être accompagné. Et nous, à Cyprès, dans notre coopérative funéraire et dans toutes les coopératives funéraires de France, nous avons la possibilité d'écrire nos volontés funéraires. Et le simple fait de pouvoir nommer les choses, de pouvoir prendre le temps de penser à sa propre mort, ça produit quelque chose. Ça nous donne un pouvoir d'agir. Et ça, c'est très performatif. Et ça nous libère. Ça nous libère d'un poids assez important. Donc, voilà. Ah, trop bien. Ben, c'est exactement ce que nous proposons. Donc, je vous invite à nous découvrir. Je vous invite à aller voir notre site Cyprès. Je vous invite à écouter notre podcast qui s'appelle « À la vie, à la mort ». Nous avons un podcast extraordinaire où il y a des témoignages des personnes qui ont perdu des proches et qui racontent cette histoire-là. Et le journaliste est là dans la salle, il s'appelle Éric Lebras. La dernière histoire, c'est un homme qui faisait partie de notre coopérative et qui raconte son histoire. Il s'appelait Daniel. Voilà, je pourrais parler des heures parce que depuis des années, je travaille sur le sujet. Mais hélas, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eddy Leza. Juste une toute petite question avant de passer la parole à Catherine. Ce que je comprends quand même, c'est que c'est après qu'on vient vous voir, à Cyprès, où il y a beaucoup de gens qui viennent avant, comme le disait aussi François, pour préparer eux-mêmes le rite dont ils auront envie après. Quel pourcentage? Enfin, j'ai peut-être pas les chiffres qui sont importants, mais... Oui, mais il y a quand même, le chiffre n'est pas si important que ça, mais nous avons de plus en plus de demandes de personnes qui... nous allons parfois à l'hôpital faire les volontés, mais je dirais qu'il y a 20 à 30% des personnes qui commencent déjà à se rendre compte qu'il y a demandé la préparation de ces volontés funéraires, et de tous les âges, hein, parce que nous avons des jeunes qui viennent, et donc c'est quand même intéressant, parce qu'il y a une prise de conscience. Je pense que François, c'est plus important parce que ce n'est pas les mêmes sujets. Mais nous, on a quand même au moins 20% des personnes qui commencent à venir. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner maintenant vers Catherine Vincent, qui, depuis qu'elle a accompagné sa mère et écrit ce livre, continue de s'intéresser à la façon dont la mort travaille la cité, je voudrais dire. Et tu t'es intéressée particulièrement à deux expériences dont tu vas nous parler, qui sont d'une part les festivals de la mort et d'autre part les cafés mortels. Donc, raconte-nous ce que c'est que ces choses-là. Merci Véronique. Alors d'abord, je voulais juste dire oui, en effet, réenchanter la mort, c'est une jolie expression. C'est beaucoup mieux que revisiter, en tout cas. Et il y a beaucoup de manières actuellement de réenchanter la mort. Il y a les services funéraires laïques, comme vient de nous le dire Eddy Leza. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui fleurissent un peu partout pour mieux l'accompagner, pour mieux en parler, pour mieux la prendre en considération, tout simplement. Et personnellement, comme vous l'avez compris, je m'en réjouis fort, car je continue à penser que c'est vraiment un sujet dont on peut et dont il faut parler. Il n'y a rien de morbide dans cette dynamique. Au contraire, une libération de la parole, des actes, de la réflexion, des émotions, donc de la vie. Et c'est de cela qu'il faut se réjouir. La mort cesse peu à peu, lentement, mais quand même, d'être seulement un tabou, seulement le déni de la finitude, pour qu'il voir apparaître une meilleure acceptation, ou réacceptation plutôt, parce qu'autrefois, c'était beaucoup moins caché, c'était beaucoup plus accepté déjà. La tristesse qui accompagne la perte des êtres chers peut se parer de couleur, de douceur. Et voilà, c'est pour moi une bonne nouvelle. Alors, j'ai effectivement deux exemples que je voudrais partager avec vous. Le premier de ce réenchantement, le premier, ce sont les cafés mortels. Alors, je crois que le premier café mortel en France a été créé par Eddy Leza, précisément. Elle nous en a dit deux mots.
Et moi, la première fois que j'ai entendu parler des cafés mortels, j'ai cru que c'était une opération de marketing pour un café. Il y a bien une bière qui s'appelle la mort subite, alors ça me choquait pas. Mais on m'a dit, ah ben non, c'est pas du tout ça, un café mortel, c'est juste un café ou un pub ou un resto où on va se réunir pendant 1 heure, 2 heures, avec un petit quelque chose à boire et à grignoter, pour parler de la mort, tout simplement. Alors, en fait, c'est un concept qui a été inventé en 2004 par un sociologue anthropologue suisse qui s'appelle Bernard Crétaz. Et depuis, ça a essaimé en France, en Angleterre, en Amérique aussi, je sais, peut-être au Canada, je crois, dans d'autres pays sans doute. Et partout où c'est pratiqué, Eddie Lezam le confirmera, ça marche du feu de Zeus. Les gens viennent et ils en repartent heureux et souvent, ils n'ont pas envie que ça s'arrête, mais le restaurant ou le café va fermer. Alors en gros, il y a 2 manières de faire des cafés mortels. Soit on décide d'une thématique, donc évidemment c'est annoncé à l'avance sur les réseaux ou sur le café en question. On va parler aujourd'hui du deuil, des directives anticipées, des maladies neurodégénératives, que sais-je. Toutes choses qui ont un rapport avec la mort. Et puis il y a une autre manière qui est plus libre, qui est moi celle que je connais et peut-être celle qui m'intéresse le plus, où voilà, il n'y a pas de thématique. Et je vais juste vous raconter l'expérience que moi j'ai vécue au Café Mortel auquel j'ai participé. C'était en 2023, en marge d'un colloque passionnant qui s'appelait « La mort et si on s'éduquait ». Et il y avait en inauguration de la première soirée de ce colloque une proposition de Café Mortel. Alors en fait de café, c'était une bête salle de réunion, toute moche, avec 20 chaises en rond. Et puis au milieu du rond, il y avait une jeune femme qui s'appelle Noémie Robert, qui avait un bâton dans la main. Et Noémie est conteuse, célébrante de cérémonies funéraires laïques et animatrice de Café Mortel. Donc elle nous a un petit peu expliqué le principe. Attendez, je voudrais rire quand même aussi. 15 € pour la mort, c'est pas cher. Hein. Noémie nous a expliqué le principe du café. Elle nous a raconté 1 ou 2 contes. Elle conte merveilleusement, où évidemment le personnage principal était la mort. Et puis elle a passé le bâton de parole, puisque c'était le principe, à la première personne qui acceptait de le prendre. Donc quelqu'un a commencé à parler, à raconter une histoire qui était personnelle. Et puis quelqu'un d'autre a pris le bâton. Et puis en quelques 10 minutes, un quart d'heure, une qualité de parole et d'écoute s'est installée qui était assez incroyable. Et moi, il m'est arrivé une chose très surprenante. J'étais fermement décidée à ne pas parler. Enfin, j'avais rien à dire. J'étais observatrice, journaliste, comme d'habitude. Et j'ai demandé le bâton de parole. Et j'ai raconté quelque chose. Je serais incapable de vous dire quoi, parce que je ne m'en souviens plus. Je n'étais pas sous hypnose, hein, mais j'ai raconté quelque chose qui avait un rapport avec un deuil très ancien, que je n'avais jamais raconté, et que je crois même que je n'avais jamais pensé. Et voilà, ça, c'est peut-être un peu la magie de ces moments où on va sortir quelque chose de très intime et de très profond et qu'on va le partager parce qu'on est sur un sujet essentiel et que pour une fois, on peut en parler. Alors, pour finir sur ce sujet des cafés mortels, je vais vous donner le bilan qu'a fait la coopérative funéraire de Rennes, qui, avec Cyprès et peut-être avec quelques autres coopératives en France, renouvelle vraiment la question des rites funéraires. Donc cette coopérative organise aussi des cafés mortels. Et en 2024, il disait cela, depuis 4 ans, nous avons organisé 21 cafés mortels dans les bistrots rennais. On y a réuni plus de 1200 personnes de tous âges. Et chaque fois, il s'est passé quelque chose d'assez merveilleux. Parler de la mort simplement, comme on parlerait de sa journée, de la météo, au comptoir d'un bar. Et ça fait du bien à tout le monde. Alors, il y a une autre expérience, effectivement, que j'ai connue, découverte, qui apparaît, qui sont les festivals de la mort. Alors, ça paraît encore plus étonnant, un festival de la mort, c'est presque un oxymore. Ce festival, c'est, voilà, on fait la fête, et puis la mort, c'est la mort. Mais au Mexique, il y a bien un jour des morts où on festoie et on ripaille et on honore ces morts sur les tombes, à côté des tombes, avec ces morts. Le festival de la mort, ça ne s'est pas passé dans un cimetière pour ceux que j'ai connus, mais c'était quand même très festif. Alors en fait,
Le premier a été assez confidentiel. Il a été organisé en 2023 à Die, pour ceux qui connaissent ce tout petit village de la Drôme, absolument charmant. C'était très sympa. C'était vraiment tout petit événement. Et le deuxième a donc été organisé par la coopérative funéraire de Rennes dont je venais de vous parler. C'était en septembre dernier, c'était il y a pratiquement un an. Et donc j'y ai assisté. Je ne suis pas la seule, n'est-ce pas François? Et c'était très sympa. C'était pas du tout morbide, une fois de plus, mais ça parlait vraiment de la mort. C'était léger, c'était joyeux, c'était hors du temps. Ça n'a pas attiré une foule considérable. Il y avait 100, 150 personnes selon les moments. Mais la mission a été respectée. C'était montrer qu'on peut parler de la mort, qu'on peut chanter, agir autour de la mort sans que ce soit ni morbide, ni du patronage. Et le programme était très riche. Il y a eu un chœur mortel qui a tourné dans la ville plusieurs fois, qui était de grande qualité. Il y a eu des débats très sérieux, de grande qualité aussi, dont un auquel participait François. Il y a eu une veillée mortuaire, un banquet mortel. Tout ça a été très festif, très convivial, très intéressant. Et puis il y a eu des expériences un peu étranges pour moi qui ne suis pas très tournée vers le spiritualisme, les choses un peu métaphysiques, comme par exemple un protocole immersif pour apprivoiser la faim. Alors je dois dire que je craignais un peu le pire parce qu'il était question d'enterrer sa main, de la recouvrir avec de la terre, enfin un matériau qu'on pouvait choisir, et puis de mettre des objets pour décorer cette tombe qu'on avait faite pour sa main. Et en fait, je suis sortie de là assez troublée parce que ça m'a fait réfléchir à des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Pourtant, la mort, ça faisait un certain temps que j'y réfléchissais, mais il y avait encore certainement plein de portes et de fenêtres que je n'avais pas ouvertes. Donc voilà, tout ça a été très intéressant. La plupart des événements ont eu lieu en plein centre-ville, au théâtre du Vieux Saint-Étienne. C'est une ancienne église, la plus vieille de Rennes, dit-on. Et elle est restée dans son jus, elle est désacralisée. Et avec ses voûtes, ses vieux murs un peu délabrés, et puis ses mises en décor, pour le coup, un peu macabre et assez drôle, c'était un lieu idéal pour célébrer la mort en beauté et en joie. Donc voilà, ce sont deux exemples que je voulais partager avec vous de cette manière que notre pays a de renouveler son approche de la mort. Et ce qui me frappe, c'est que pour toutes les expériences dont on a parlé là, la plupart des gens qui les initient sont des gens jeunes, voire très jeunes. Pas mal, pas mal. Nos amis rénois apprécieront. Ce sont des gens souvent très jeunes qui s'engagent dans ces initiatives. Et pour ce que j'ai pu remarquer, le chemin pour eux est souvent irréversible. Que ce soit des soignants, des chercheurs, des entrepreneurs, des bénévoles, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, commencent à s'impliquer dans ce domaine reviennent rarement en arrière. Et ils en parlent souvent comme un tournant dans leur vie, comme une expérience profondément enrichissante qui les a en quelque sorte dépassés. Comme si ces rivages, une fois abordés, le territoire que l'on croyait obscur et inquiétant de la mort se révélait en fait accueillant, bienveillant et sans doute essentiel, y compris pour des hommes et des femmes très jeunes, mais ça, c'est Elsa qui va nous en parler. Merci Catherine. Elsa, prends le micro et raconte-nous alors si tu te sens concernée par ce que vient de dire Catherine et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de l'intérêt des très jeunes, des plus jeunes en tout cas, sur ces questions-là et sur l'apprivoisement de la mort. Est-ce que ça ne doit concerner que les personnes vieilles ou est-ce que les jeunes aussi sont attirés essentiellement par cette question-là? Oui. Bon, déjà, je viens d'apprendre que mon chemin est irréversible et en même temps, je me dis, cette notion-là, elle fait écho clairement à notre sujet, hein, l'irréversibilité, quelque part. On est bien dans la thématique de la mort. Moi, ce que j'avais envie de vous dire pour commencer à parler des jeunes, c'est d'abord de vous dire comment moi, en tant que jeune, encore jeune, j'ai 36 ans, je suis perçue quand je dois prendre la parole sur ce sujet-là. Et en fait, il y a toujours des gens qui s'en étonnent. À chaque fois, quand j'ai une prise de parole, voilà, j'ai par exemple souvenir, il y a quelques mois, d'une vieille dame qui m'a dit
voilà une jeune femme qui n'est pas concernée par son sujet. Et j'avoue que ça m'avait un petit peu piqué, cette formulation. Et donc, j'avais commencé, parce que j'avais entendu juste avant le début de la conférence, et donc j'ai voulu lui répondre en fait en lui rappelant que dès lors qu'on est né, on est déjà assez vieux pour mourir. C'est Heidegger qui nous disait ça. Et ça a été l'occasion aussi pour moi, pour la première fois, de dire que, effectivement, c'est quelque chose que moi j'ai éprouvé dans mon histoire personnelle. J'ai vécu un deuil en tant que bébé, quand j'étais bébé. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet d'étude, de recherche qui émerge maintenant, mais qui a été longtemps invisibilisé, comme de nombreux sujets en fait, de ce grand domaine qui est tabou. Donc voilà, donc je pense que c'est important de se dire que finalement, cette représentation qui associe quasi systématiquement la mort à la vieillesse, elle est encore très très présente dans nos esprits. Et voilà, certainement parce que même si j'ai bien écouté et je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui nous donne de l'espoir en fait sur le fait que les choses évoluent, qu'on commence à changer de regard progressivement sur cette question-là. Malgré tout, moi j'ai quand même le sentiment que globalement, on reste, en tout cas dans la population générale, dans un tabou, et qu'effectivement, il y a des prémices, il y a des balbutiements, il y a des choses qui se passent. Mais peut-être avant d'essayer d'esquisser à travers mon expérience et mon regard personnel ce qu'on peut dégager sur les jeunes, de manière générale, moi, quand j'ai été bénévole dans un service d'oncologie, comme je vous disais, à écouter des personnes atteintes de cancer grave, avec un service qui avait à peu près 3 décès par semaine. Ce que j'ai constaté, j'ai été vraiment profondément heurtée par la manière dont on ne fait pas sujet de la mort alors qu'on sait que la mort arrive. Et la manière dont on n'informe pas les personnes malades, sauf si elles le demandent expressément, explicitement. Et en fait, on favorise les dénis, on favorise le tabou intrafamilial, on favorise les adieux volés, le fait de ne pas pouvoir se dire au revoir parce qu'on a peur de dire qu'effectivement, on est dans ce temps-là de la fin de vie. Et donc, on n'arrive pas à investir aussi l'importance extrême en fait de ce temps des derniers instants. En fait, quand on sait qu'on va mourir et qu'on y fait face, on a certainement envie de mettre en ordre ses affaires, de dire au revoir, de dire des paroles importantes, etc. Et moi, parfois, je me suis retrouvée dans des situations où les personnes, soit les personnes malades, soit les familles, favorisées aussi par un environnement où les soignants ne voulaient pas casser les dénis parce qu'ils disaient oui, mais si cette personne-là ne nous demande pas, c'est qu'en fait, elle ne veut pas entendre. Et donc, je me suis retrouvée dans des situations qui ont été difficiles à vivre pour moi en tant que bénévole, parce que déjà, moi, j'étais informée et les autres ne l'étaient pas. Mais surtout, en fait, ça m'a amenée à me dire que ce tabou-là, il fait du mal, il crée des situations de fin de vie qui sont extrêmement tristes, des morts qui se vivent dans la solitude, en fait. Ce qui se passe quand on ne dit pas que la mort arrive, c'est que finalement, on meurt de toute façon seul. On le sait bien, on ne peut que mourir seul, mais quelque part, on meurt doublement seul, en fait, quand on ne peut pas le verbaliser. Et ça, je dirais que ça touche, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, il peut y avoir des personnes jeunes, et j'ai notamment un exemple très marquant en tête dont je parle dans le livre, qui est resté en fait dans ce déni-là, mais dans une forme d'angoisse. Il devait certainement savoir ce qui se jouait, mais comme il n'en avait pas la confirmation extérieure, voilà, il s'est enfermé dans une forme de déni et il est mort de cette manière-là. Et sa mère disait, mais c'est affreux pour moi parce que je ne peux pas lui dire ce que je voudrais lui dire, je ne peux pas savoir comment il voudrait organiser ses obsèques et je suis en train d'anticiper tout ça aussi dans la solitude. Voilà. Et de manière inverse, il y a des vieux qui
disent explicitement, voilà, j'ai par exemple en mémoire un monsieur qui dit mais moi je suis un futur sapin, il se projetait déjà dans voilà, ses cendres, etc. Et il y avait quelque chose presque de cathartique à dire, c'était sa manière certainement d'apprivoiser la mort. En tout cas, ce que j'ai constaté en écoutant les personnes malades, c'est à quel point il y a autant de personnes que de manières d'apprivoiser sa propre mort. Je suis certainement arrivée, moi, avec aussi mes propres a priori, mes propres convictions sur le fait que il est préférable de regarder la mort en face plutôt que de détourner le regard. Et en même temps, j'ai été amenée par l'expérience à l'hôpital à apporter beaucoup plus de nuances à cette conviction et à me dire qu'on peut aussi apprivoiser la mort en la regardant de biais, de côté ou de la manière qui nous convient. L'essentiel, c'est qu'on soit à l'aise dans ça et surtout qu'on soit accompagné et que les choses puissent être dites de la manière dont la personne qui va mourir est à l'aise avec. Voilà, ça c'est de manière un petit peu générale sur apprivoiser la mort. Finalement, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui bougent, et en même temps, dans les services hospitaliers, et je précise bien, d'oncologie, donc le cancer, voilà, on sait à quel point c'est une maladie où on est dans un vocabulaire guerrier, du combat, etc. Et à ces endroits-là, on a vraiment du mal à faire cette bascule entre le curatif, quand c'est encore le moment de soigner, d'essayer de guérir, et puis la phase de l'approche de la mort où là, il faut juste accompagner et donner du sens à ce temps-là. Et il n'y a bien qu'une seule personne qui peut dire le sens que ça a pour elle, c'est la personne qui est concernée. Alors maintenant, sur les jeunes... Alors, alors, ce que je peux vous dire sur l'engagement des jeunes, déjà, c'est que moi, en tant que bénévole d'accompagnement, mes collègues bénévoles étaient essentiellement des retraités. Donc, il y a peu de jeunes. Ça, c'est une certitude. En même temps, ça s'explique aussi par le fait que ce bénévolat est très chronophage et que donc c'est assez compliqué de le mener en parallèle d'une vie active. Mais au-delà de ça, ce que j'ai observé parmi les bénévoles qui s'engagent donc à finalement essayer d'aider les personnes malades à apprivoiser à leur manière la mort qui arrive, c'est que souvent, c'est lié à des expériences personnelles. Je pense que ça ne vous surprendra pas. Généralement, voilà, soit des situations vécues, voilà, soit des situations qu'on n'a pas pu vivre aussi, et donc des choses à rattraper ou à traverser quand on s'implique à cet endroit-là dans l'intime, finalement, de la fin de vie. Donc, voilà un petit peu pour les jeunes engagés. Je pense qu'il y a aussi d'autres formes d'engagement qui émergent. Tu disais, Catherine, tout à l'heure, les festivals de la mort, les cafés mortels, etc., sont poussés par des jeunes. Je pense qu'il y a aussi une vitalité du milieu académique. Il y a de plus en plus de jeunes chercheurs. Il y a de plus en plus de doctorats sur le sujet de la fin de vie, de la mort, du deuil. Il y a notamment un réseau qui s'appelle le réseau Les Morts du trépas à la tombe, qui a été créé en 2020 par 3 ou 4 jeunes chercheurs. Et c'est vraiment, cette notion de jeunesse est assez présente dans ce réseau, et qui connaît une vitalité particulière. J'ai échangé avec l'un des doctorants qui s'occupe de ce réseau et qui me disait qu'entre 2023 et 2024, le nombre de publications, d'appels à sollicitation, d'événements proposés, etc., dans ce réseau a doublé et passé d'environ 150 à 300. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là. Maintenant, sur la sphère de l'engagement militant, on sait bien que voilà, la jeunesse par nature est engagée. Un exemple, celui des jeunes ADMD. Alors l'ADMD, vous connaissez peut-être, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui existe depuis 45 ans.
clairement, la moyenne d'âge voilà, n'est pas jeune, évidemment. Mais il y a une sorte de groupe qui est un petit peu indépendant, finalement, de ce que fait l'ADMD, qui s'appelle les jeunes ADMD, et donc qui va de 18 à 35 ans. Et ces jeunes, ils s'engagent de plus en plus. J'ai parlé aussi pour préparer, voilà, pour trouver un petit peu de la matière sur finalement cette jeunesse engagée, avec la responsable des jeunes ADMD qui me disait qu'il y a eu clairement un boom des adhésions aux jeunes ADMD à partir du moment du Covid. Et que certainement les jeunes qui ne s'intéressaient pas à cette question ont compris qu'il y avait là un tabou. Et je pense que par nature, la jeunesse n'aime pas les tabous. Et je pense aussi que la jeunesse est assez convaincue par le fait qu'on doit être en capacité de décider pour soi-même. Et donc, ce militantisme, finalement, c'est aussi celui de se dire il faut reprendre le pouvoir face à un pouvoir médical qui, souvent, confisque en fait les fins de vie en n'écoutant pas suffisamment les personnes concernées et en ne leur demandant finalement pas tellement leur avis ou alors de manière un petit peu factice. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment une nouvelle vitalité de différentes formes d'engagement, comme on le voit, de la jeunesse. Et je pense que malgré tout, il faut quand même se dire que la jeunesse dans son ensemble, celle qui n'est pas engagée, elle a quand même tendance à avoir un petit peu plus peur de la mort que les plus vieux. Ça, c'est issu de chiffres qui ne sont pas encore publics, mais qui sont une étude Ipsos qu'on a fait faire dans le cadre de mon travail, et qui montre que les jeunes ont davantage peur du moment des adieux à leurs proches en fin de vie. Donc peut-être aussi, comme tu le disais, Edileuza, parce qu'il n'y a plus de rituel, on ne sait pas comment faire, en fait, on ne sait pas, donc voilà. Ils ont davantage peur aussi du moment des obsèques. Ils ont davantage peur de voir un corps mort. Certainement aussi parce qu'ils n'y ont pas été encore confrontés. On sait bien qu'on a toujours plus peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, naturellement, on se dit, de la même manière que les bénévoles sont plutôt âgés parce qu'ils ont vécu des expériences personnelles qui les ont amenés à s'engager, de la même manière, pour les obsèques, les jeunes ont naturellement moins vécu d'obsèques. Donc voilà, donc ils ont quand même un mouvement finalement qui est de plus de recul par rapport à ce sujet-là que les vieux. Mais malgré tout, ce qui ressort aussi de cette étude, c'est qu'ils se posent plus de questions. Ils se posent plus de questionnements existentiels, notamment sur qu'est-ce qu'il advient après. On sait qu'on a une jeunesse qui est de plus en plus tournée vers les questions de spiritualité. Et donc, ça ressort aussi de ces chiffres-là. Ils sont vraiment nombreux à se questionner autour de ça. Enfin, peut-être pour terminer un petit peu, c'est une appréciation personnelle sur peut-être une évolution du regard face à la mort de la jeunesse aujourd'hui. Finalement, on est dans un monde où on se pose beaucoup de questions qui ont trait à la finitude. La jeunesse, on sait qu'elle est, on parle de l'éco-anxiété, elle est angoissée finalement par la planète qui pourrait mourir. La jeunesse, elle veut de moins en moins faire des enfants. Il y a de plus en plus de jeunes, de très jeunes, qui nous disent qu'ils n'ont pas envie d'avoir des enfants parce qu'ils trouvent qu'actuellement le monde est absurde, que l'avenir est plutôt sombre et que donc ils ne voient pas comment mettre au monde un enfant dans ces conditions-là. Et je crois que tous ces questionnements-là, qui ne sont pas directement liés à la mort, quelque part, nécessairement, ils amènent cette jeunesse à se positionner différemment par rapport à la question de la finitude, parce que quand on se dit qu'on ne veut pas d'enfants, forcément, sa propre finitude, on la regarde différemment, puisqu'on sait qu'après nous, il n'y aura plus rien. Et de la même manière, je pense que cette question aussi de la potentielle mort de notre planète leur fait écho aussi à cet endroit-là. Et donc voilà, donc je pense que dans tout ce contexte, avec le Covid, avec les attentats, avec maintenant aussi cette loi fin de vie dont on parle, je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui regarde en tout cas différemment que les autres générations cette question de la mort.
Vous voyez qu'on a de quoi réfléchir. Avant de vous passer la parole et de prendre quelques questions, un petit retour sur François et Eddie Leza pour leur demander si vous avez l'impression que vous voyez un gradient d'âge sur les personnes qui viennent vous voir pour préparer leur mort et pour la ritualiser. Est-ce que vous avez l'impression que les plus vieux se comportent comme les plus jeunes? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? François? Alors, il est normal qu'une fin de vie concerne davantage les personnes qui sont plus âgées, hein, c'est la loi de la nature, mais dans la consultation que je tiens, j'ai tous les âges. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de barrières ou de freins de type culturel ou générationnel vis-à-vis des personnes qui ont notre âge maintenant, parce qu'elles ont vécu ce que nous avons vécu. C'est-à-dire que nous avons quitté le XXe siècle depuis longtemps. Hein. Voilà. La question, la réponse que je peux donner, je ne pense pas qu'il y ait des différences. Oui, moi je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus d'engagement de jeunes. Je suis d'accord avec Elsa. Moi, les cafés mortels, on a une participation beaucoup plus importante des jeunes, de plus en plus. Hier soir, on a fait un café mortel où il y avait 35 personnes. Il y avait quand même pas mal de jeunes. Et ça change un peu. En fait, les vieux, ils ont un rapport à la mort où il y a souvent cette question « je ne veux rien on ne veut pas préparer ». Quand on reçoit, je pense à un café mortel qu'on a fait où il y avait une femme de 36 ans qui est venue avec son compagnon pour dire qu'elle avait un cancer et qu'elle allait mourir. Donc, en fait, on regarde davantage, je suis d'accord avec Elsa, les jeunes générations sont beaucoup plus attentives. Il y a les questions d'éco-anxiété et on le ressent à la coopérative. Notre public est plutôt jeune, en fait. Nous avons plus de jeunes que des personnes âgées à la coopérative qui font appel. Peut-être parce que notre projet est un projet alternatif. Et donc, évidemment, ça touche davantage les jeunes. Mais voilà. Et dans les festivals de la mort, Catherine? Il y avait pas mal de jeunes, mais il y avait pas mal de jeunes. C'est difficile de répondre objectivement à cette question parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient préparé le festival et qui, bien sûr, participaient aux festivités. Et puis François y était comme moi, il peut confirmer. Mais voilà, c'était très mélangé. Café mortel les aussi. actifs étaient les plus jeunes. Et les cafés mortels? Moi, j'en ai assisté qu'à un seul, et donc c'est Eddie Leza qui sait ça. Je lui fais confiance. C'est mélangé, tous les âges, même des enfants. À vous, des questions? Je suis là pour ça. Est-ce qu'il y a une coopérative funéraire si près à Bordeaux? Oui, bien sûr, Et madame. quelle est l'adresse? Oui, alors je vous donne l'adresse 57 boulevard Franklin Roosevelt. Nous sommes pas loin de l'hôpital Bergonié, sur la barrière de Saint-Genès. Évidemment, être à côté d'un hôpital, c'est ce qu'il y a de plus judicieux quand on travaille sur la mort. Sinon, il n'y en a pas tellement d'autres en France. Il y a Bordeaux, Rennes. Il y a une douzaine de coopératives funéraires en quand France. même. Oui, Mhm. il y a une douzaine de coopératives. Donc nous avons à Rennes, nous avons à Nantes, nous avons à Bordeaux. Il y a un projet à Toulouse, à La Roche-sur-Yon, les autres, je ne sais pas le nom, mais nous avons la cartographie des coopératives funéraires sur le site de Cyprès que vous pouvez visiter et vous allez découvrir, oui, où est-ce qu'il y a des collectifs qui... Cyprès, ça s'écrit S-Y. PR. P-R-E-S. Hein? Pour donner à nourrir à notre dessinateur, j'ai 2 épisodes à vous conter. Mon grand-père a été enterré sur ces terres dans les années 20. Mon arrière-grand-père. Ah. Donc, mon arrière-grand-père a été enterré dans les années 20 sur sa propriété. Il se trouve que j'ai eu accès au témoignage d'un participant
à cet enterrement. C'était un jeune, à l'époque, c'était un jeune... Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît, la personne qui parle? Merci beaucoup. C'était un jeune apprenti dont le premier ouvrage était le cercueil de mon arrière-grand-père. Et il nous a raconté qu'à la fin de la cérémonie, on a monté les tréteaux sur l'endroit d'inhumation et toute la population a été invitée à vider la cave. Deuxième épisode, à l'enterrement de mon grand-père, c'était en 1949. Alors, 1949, à Bordeaux, année terrible. D'abord, les incendies, le plus grand incendie de l'époque. Et deuxièmement, pour ceux qui sont peut-être suffisamment anciens, 1949, c'est l'année des grandes grèves nationales. Et les pompes funèbres à Bordeaux étaient en grève. Merci. Oui, bonjour. Je suis très convaincue de la nécessité des rites au moment d'une cérémonie, mais je m'interroge beaucoup sur le sens lorsque c'est la personne qu'on enterre qui choisit son rite. Parce que moi, dans mon idée, le rite, il est plutôt pour célébrer la mémoire que l'on a de quelqu'un. Et ce que je me rappelle de quelqu'un, c'est pas forcément ce qu'elle a envie non plus de me transférer. Enfin voilà, je m'interroge là-dessus, sur le sens. J'ai pas de réponse, hein. C'est une question. Oui, dans les rites qui précèdent la mort, effectivement, la personne concernée y participe. C'est ça qui est très particulier, ça qui est neuf. C'est une expérience nouvelle, effectivement. Mais ce rite n'est pas uniquement créé par la personne qui s'en va, c'est tout l'entourage qui le construit. Et pour bien faire, il devrait pouvoir y avoir un célébrant. C'est rare encore, mais ça existe. Un célébrant qui vient participer et organiser la dernière célébration. Et donc, c'est effectivement un moment, la plupart du temps, où on célèbre le souvenir de la personne qu'on va perdre. Et donc, je ne sais pas quoi vous répondre en vous disant que ce n'est pas la personne qui s'en va qui devrait diriger, mais c'est une co-construction, en fait, du dernier projet qu'elle a porté elle-même et auquel elle a participé, qui fait que ça a tout son sens pour elle qui s'en va, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Et cette expérience-là, pour moi, est, dans l'expérience que j'en ai, donc, c'est la construction d'un véritable outil de consolation pour ceux qui restent, d'une part, et d'autre part, c'est, comme l'a dit Eddie Leza, c'est le renforcement du lien avec celui qui s'en va et qui est conservé après son départ, qui est réorienté par ceux qui ont vécu ce dernier moment. Voilà, et c'est dans le sens des écrits de Vincent Desprez qui a été cité tout à l'heure. Juste pour... c'est pas exclusif l'un de l'autre. C'est pas parce qu'il y a une cérémonie, j'imagine, d'accompagnement à mourir construite avec la personne qui meurt que pour autant il ne peut pas y avoir un rite après, pour ceux qui restent. Donc je crois que c'est pas exclusif l'un de l'autre. Et d'autre part, ce que je voulais dire aussi, ce qui est assez surprenant dans l'expérience de nos amis belges, c'est qu'il y a des célébrants, y compris des religieux, qui accompagnent ces rites lorsqu'on leur demande. Oui, il existe des religieux qui ont l'esprit suffisamment ouvert pour accompagner les personnes dans des scénarios qui sont effectivement construits et programmés, scénarios qui sont habituellement rejetés par les églises ou par les autres religions. Mais donc j'ai assisté personnellement à des fins de vie accompagnées par des prêtres, par un imam, par un rabbin ou un pasteur. Est-ce que je peux dire un mot?
Je comprends tout à fait votre interrogation parce que à Cyprès, on se pose ces questions, mais je pense que nous vivons un moment anthropologique particulier où les personnes se réapproprient, y compris du moment de leur mort. Et donc, on peut se questionner, mais c'est une réalité. Et donc, il y a eu une désappropriation de sa propre mort. Et aujourd'hui, on assiste, on a eu vraiment des cérémonies. Parfois, on a des personnes qui nous demandent et qui nous disent, bon, moi, ma mère, elle voulait ça, ça et ça. Elle avait prédéfini exactement sa cérémonie. Quand on reçoit la famille, on attire l'attention à ces familles en disant, mais vous savez, la cérémonie, les rites, c'est pour vous, pour nous, les vivants. Et donc, on reprend cette vision qui, en fait, nous avons besoin pour les vivants. Et donc, en effet, c'est intéressant de respecter. Mais ce qui se passe dans le réel, parce que dans le réel, il se passe des choses assez étonnantes, c'est qu'en réalité, souvent, les familles, quand la personne a tout décidé, a tout orchestré, on se retrouve à faire la cérémonie exactement comme la personne souhaitait. Et c'est intéressant au niveau anthropologique. Je n'ai pas de réponse à donner. Pour moi, je pense qu'il y a un phénomène nouveau. On se réapproprie, y compris dans l'après-vie. Et pour revenir à François, je suis assez impressionnée par aussi la créativité et puis la capacité qu'ont les familles de construire des choses qu'on n'avait pas prévues. Par exemple, des personnes qui avaient vraiment des passions qu'on n'avait pas imaginées dans toute leur histoire et qui vont avoir cette possibilité d'exprimer au moment de la mort. Ah bah oui, tout à fait. Nous avons fait des cérémonies avec Céline Dion et on a fait des cérémonies avec des personnages assez étonnants et c'est tout à fait la réalité. Voilà. Oui. Voilà, je voulais vous dire comment j'ai cohabité. J'ai vécu une cohabitation forcée pendant 50 ans avec la mort pour arriver à l'apprivoiser maintenant à 65 ans. J'ai eu un accident il y a 50 ans et au début, il y avait la peur. Alors moi, pas la mienne, mais la peur des regards, la peur des autres, la peur des fantasmes. Je me suis rendu compte qu'en fait, je représentais, malgré moi, l'ultime étape avant la mort. Avec la célèbre phrase « Je ne voudrais pas finir en fauteuil roulant ». C'est une fin de vie, le fauteuil roulant. Alors que moi, je m'apprêtais à y vivre. Donc j'ai cohabité pendant des années avec ces peurs, avec ces regards, le validisme. Et moi-même, ça m'impactait, parce que moi-même, je me disais, mais alors je suis vulnérable. Je suis au bout. Et moi, ça m'impactait. C'était invivable. Invivable. Je me suis dit, mais non. Et c'est là que j'ai commencé un chemin pour l'apprivoiser. J'aime bien le mot qui a été donné. En fait, ça a été ça. Ça a été l'évaluer, tout fantasmer autour de la mort. Et puis m'approprier certaines choses. Changer certains mots. À savoir fatalité. Fatalité, c'est un mot que j'aime pas forcément. Donc je me le suis approprié, j'en ai fait autre chose. Et donc, j'ai pas cheminé du tout avec la religion, puisque les premières années où j'étais à l'hôpital, on m'a proposé d'aller à Lourdes. Waouh! Là, j'ai dit, à part changer les pneus, je vois pas. Donc, j'ai essayé d'apprivoiser. Et je me suis dit, mais on a besoin de rites. C'est pour ça que je vous écoutais avec mes 4 oreilles ouvertes. On a besoin de rites.
Et donc, et puis moi, c'était un travail de réassurage. Je me réassurais, moi. Je prenais ce chemin-là, et la mort, j'en faisais une histoire personnelle, et pas une construction qu'on m'opposait, quoi. Et voilà, et ben, je suis serein. Moi, juste un tout petit témoignage, enfin deux petits témoignages à propos de l'importance de pouvoir dépasser sa peur de parler de la mort. Moi, j'étais très longtemps médecin de soins palliatifs et à domicile. Et dans le travail que j'ai fait, j'ai été amené à voir un jeune homme de 18 ans qui habitait chez sa maman. Les parents étaient séparés. Et en fait, on a passé 2 heures avec ce jeune et on a évalué, écouté, pris des décisions ensemble. Et puis on est rentré. Ce jeune homme est mort quelques semaines après. Et après, la maman nous a envoyé une lettre avec un gros chèque, alors que c'était une dame qui gagnait très peu d'argent. Et elle nous a dit, c'est la première fois que j'ai pu parler après votre passage, de parler de la mort avec mon fils. Et c'était tellement important pour moi. Voilà, donc ça nous a énormément touchés parce qu'on a toujours peur, même professionnel. Et une autre petit témoignage, c'est que il y avait un autre jeune de 18 ans aussi qui nous avait sollicité à la maison. Et ce jeune m'a demandé à plusieurs reprises, mais attendez, j'en ai pour combien de temps en fait? J'en ai pour combien de temps? Je dis, j'ai pris plein de circonvolutions pour savoir de quoi il voulait parler vraiment, quelle réponse il avait, de quelle réponse il avait besoin. Et puis finalement, je lui ai dit, ben écoute, tu sais, d'habitude on compte le temps en années, on compte les anniversaires, et puis des fois on compte en mois. Et ben toi, on va compter en semaines. Et il m'a dit tout de suite, il a élargi son regard et il m'a souri. Il me dit « Ah, alors là, du coup, je vais inviter tous mes potes, on va faire la fête dans ma chambre, etc. » Là, il m'a soulagé parce que moi, je me suis dit, j'avais la boule au ventre de lui dire quelque chose. Et finalement, c'est lui qui m'a un peu soutenu. Il s'est dit « En fait, merci de m'avoir dit ça. » Alors que moi, je pétais de trouille. Merci de m'avoir dit ça parce que, du coup, je vais pouvoir en faire quelque chose, quoi. Et c'était juste pour dire qu'en fait, il appartient à chacun de nous de traverser et de dépasser notre peur de parler de la mort, quoi, en fait. C'est pas que ça appartient pas qu'aux professionnels, même aux gens de Cyprès ou même aux bénévoles. Il appartient à chacun de nous de dépasser un peu sa peur. Il ne s'agit pas de violenter un peu l'autre en disant « Dis donc, maintenant c'est l'heure de parler de la mort ». C'est juste que de tendre un peu une petite perche et de voir comment l'autre s'en saisit ou pas. Et ça nous appartient à tous. On a tous des gens proches de nous qui ont des difficultés, qui vont peut-être mourir prochainement et pour lesquels on pétoche de trouille de parler de la mort. Eh bien, peut-être qu'ils vous remercieront beaucoup. J'ai eu à approcher la mort et le deuil en tant que professionnelle, d'abord parce que j'étais soignante, donc il m'est arrivé d'accompagner des mourants, et puis bien entendu aussi dans ma vie privée. J'ai trouvé ça très intéressant parce que les conversations ne sont pas futiles, et les masques tombent en général, mais je n'en ai pas retiré de certitude sur ce qu'il faut dire, pas dire, je ne sais pas. Mais une quand même, c'est que ce qu'il faut, c'est être là. Et que c'est très difficile, je pense, d'être seul face à sa mort. Et que si quelqu'un que nous aimons est mourant, tout ce qu'on peut lui donner, c'est notre présence, y compris silencieuse, mais notre présence. Oui, j'ai été frappé de la remarque d'Elsa sur le rapport des jeunes à la mort. Il me semble que lorsque j'étais jeune moi-même, nous n'avions pas ce rapport à la mort. Elle était beaucoup plus proche. Mon grand-père est mort dans la maison.
J'avais 10 ans, je suis allé le voir. Et j'étais enfant de cœur, donc j'ai vu plein d'enterrements. Donc moi, la mort était quelque chose de familier quand il y a 50 ans, 60 ans. La mort est quelque chose de beaucoup plus familier qu'aujourd'hui. Et je pense que nous, au CNAV, il faut qu'on montre la joie qu'on a d'être vieux pour encore que les jeunes n'aient pas peur de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils sont joyeux, les vieux. On attend rapidement d'être vieux. Donc alors moi, le rapport à la mort m'a toujours intéressé. Je me rappelle avoir lu Mort ou est ta victoire de Daniel Rops à 20 ans. Voyez, donc ça m'a toujours intéressé. Et comme tout le monde, j'ai côtoyé des gens qui viennent de mourir, des proches. Et je suis frappé, par rapport à ce que vous disiez, je ne connaissais pas vraiment les coopératives funéraires. 2 heures après que la personne commence à être froide, vous arrivez dans la maison, enfin chez les marchands de mort, et on vous dit, le fauteuil, est-ce que vous mettez du molletonné à l'intérieur? Quand même, si vous l'aimez, il faut quand même que vous ayez du chêne. Le chêne, ça coûte 1 500 €. Et donc, les gens sont tout embêtés. C'est vrai que ça coûte cher, mais pour lui, on peut bien faire ça. Et hop, et le bouquet à 500 €, et le truc. Donc, on se fait manipuler dans un moment de grande fragilité. Je considère que c'est un scandale d'abuser de la fragilité des gens pour les pousser. On ne sait pas comment faire. Puis si moi, je dis que le cercueil comment dirais-je, en contreplaqué suffit, mon frère va dire, mais elle est radin. Vous voyez, il y a toute cette espèce d'ambiance familiale pour ne pas pouvoir. Donc je trouve, moi j'ai essayé d'apprendre à mieux connaître ce qui se fait. Alors par rapport à ma propre mort, le fait que je m'intéresse à la mort depuis longtemps, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai lu que aux États-Unis, moi je veux que mes enfants portent mon cercueil. Et mes petits-enfants, ils sont assez grands. Pour qu'ils sentent la présence de papy là sur leurs épaules, qui est là, que ce ne soit pas un professionnel. J'espère que je serai un petit peu moins lourd pour eux, mais c'est que ce ne soit pas un professionnel qui porte le cercueil et qu'on est totalement un peu comme aujourd'hui comment ça s'appelle j'ai pas. Et une autre chose qui me tient à cœur, c'est de faire un courrier à tous ceux que j'aime avant de mourir, qu'ils pourront ouvrir après ma mort, pour leur dire l'importance qu'ils avaient pour moi, qu'il reste une trace de mes sentiments et d'avis d'eux, qu'il ne soit pas un fantasme, mais une réalité de ce que je vis, de ce que j'éprouve, de ce que j'ai comme rapport à eux. Et ça, je pense qu'il y a des traces à laisser pour qu'eux, ils vivent pacifiquement et leur dire qu'il faut qu'ils vivent gaiement, qu'ils ne s'inquiètent pas trop. Et bien, un message personnel à chacun, même avec ceux avec qui ça a été plus difficile, pour leur pardonner. Merci beaucoup. On va prendre une ou deux dernières interventions, mais avant, je voudrais remercier notre dessinateur qui vous a montré. Voilà. On peut rire avec la mort. Ouais. Bravo. Madame, à vous. Je voulais témoigner dans la conférence gesticulée à laquelle j'ai participé avec 7 femmes sur la ménopause. On a eu beaucoup d'interventions, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus nous écouter, qui nous ont parlé, et on a eu beaucoup de questions autour de vieillir et la mort, et quelquefois ça se mélangeait. Et je me souviens, une des premières interventions, c'était une jeune femme qui nous a dit « J'avais très peur de vieillir, et maintenant que je vous ai vu, je rejoins la joie. Hein. Maintenant que je vous ai vu, je vois qu'être vieille, ça peut aller avec la joie, et donc j'ai plus peur de mourir. » Alors ça nous a amené tout un débat, parce qu'elle avait d'abord dit vieillir, et puis après mourir. Et on a eu tout un débat ce soir-là sur la différence entre vieillir et mourir, et comment pour des jeunes, quelquefois, vieillir, c'était aussi la mort derrière. Et que si on vous montrait le vieillissement autrement que dans cette perspective noire, désespérée de la mort, c'était différent. Je voulais témoigner de ça parce que ça me fait vraiment penser à ça. Eh bien, il faut que le CNAV porte ça. La joie de vieillir. On s'arrête sur ce dernier message. C'est bon. C'est bon pour vous? Ouais? Ok, d'accord. Est-ce que je peux dire juste un mot? Oui.
Oui, oui, parce que j'étais trop touchée par ce que vous venez de dire et témoigner. Et en fait, dans notre projet de réenchanter la mort, comme je vous ai dit au départ, on tient vraiment beaucoup à ce que ce passage soit un passage qui soit beau et qui soit rempli de joie. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Nos coopératives, à Bordeaux, nous avons notre coopérative, donc j'ai des papiers pour vous donner. Si vous voulez vous inscrire à notre newsletter, si vous voulez connaître notre podcast, tout ça c'est important. Engagez-vous. Nous sommes tous concernés. C'est mon message vraiment important. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment. On peut s'engager tout de suite. Et c'est important pour chacun de nous et pour nos familles. Donc merci.